سقطت من العار وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف وصرت يبسة يبسة وحزينة راني هايمة ما نعرف. Des mots de minuit, bonsoir. Deux invités ce soir, Elisabeth Badinter, philosophe, femme de pouvoir économique aussi, nous le verrons dans un instant, et Brigitte Fontaine, qui est chanteuse dans Éteignez-vos... et auteur. Vous avez fait également du théâtre. Deuxième partie de cette émission Éteignez-vos portables, nous parlerons de science et de musique classique. Elisabeth Badinter, bonjour. Vous êtes là d'abord comme philosophe. Vous publiez le premier tome d'une somme qui s'appelle Les Passions intellectuelles. Premier tome qui s'appelle Désir de gloire 1735-1751. On va parler dans une seconde de la substance de ce travail qui vous a pris 7 ans de recherche. Vous avez été rat de bibliothèque pour trouver, pour étayer votre thèse. Mais ma première question est celle-ci. Est-ce que je suis en train de vous tuer? Je l'élargis. Est-ce que la télévision tue les intellectuels? La télévision ne tue pas les intellectuels si les intellectuels ne se prêtent pas à cet assassinat avec bonheur. C'est un agrément entre la télévision et les intellectuels. C'est une connivence. Dès lors que on est libre de refuser, et dès lors qu'on peut aussi avoir des temps de parole qui vous donnent, je dirais, la possibilité de la complexité, à ce moment-là, il y a alliance très forte entre l'intellectuel et la télévision. Vous écrivez Désir de gloire, vous dites qu'au XVIIIe siècle, les savants, puis finalement cette race qui deviendra un siècle plus tard les intellectuels, commencent à se servir de l'opinion publique pour asseoir leurs théories et à se passer de l'aval de leur père. Et on a presque l'impression qu'aujourd'hui, au XXe siècle, finalement, tout passe, à quelques exceptions près, par l'opinion publique et par le petit écran. Je vous en donne un exemple. C'était dimanche dernier chez nos confrères de la 5. Regardez. Parce que je crois deviner ce que vous pensez et je crois lire dans votre regard ce que vous traversez peut-être depuis quelques jours. Et moi, je fais un pronostic. Je fais un pronostic. Je suis persuadé que dans les semaines qui viennent, vous démissionnerez de ce poste d'ambassadeur fantoche que la politique absurde et criminelle de vos gouvernants vous ont imposé. Vous démissionnerez. Et ce jour-là, monsieur l'ambassadeur, ce sera votre honneur. Comme des ambassadeurs dans mon pays, il y a 50 ans, ont fait le choix, ont pris le parti de démissionner, de dire non à un régime qu'ils trouvaient en leur âme et conscience insupportable et insoutenable. Et je pense que vous le ferez. Monsieur l'ambassadeur, une réaction ensuite de Dorothée. Je crois, monsieur, que... Bon, passons à côté de ces dernières remarques. Je voudrais seulement... Répondez-moi. Pourquoi? Je ne démissionnerai pas parce que je trouve que vos comparaisons sont complètement déplacées. Voilà, émission de Serge Moati, c'est sur la 5e, c'était dimanche dernier. On parle bien sûr de l'extrême droite en Autriche, mais plus généralement, il y a magistralement affirmé là ce rôle que l'on fait jouer à ceux que la société considère comme ses intellectuels. Non, là Bernard-Henri Lévy joue son rôle d'intellectuel engagé. C'est-à-dire qu'il met les problèmes sur la place publique avec son autorité, si j'ose dire, de philosophe. Dans ce rôle-là, je pense qu'il le joue très bien et il a raison de le faire. En même temps, vous dites... Mais je voudrais juste un instant. Là, ce que fait Bernard-Henri Lévy est tout à fait acceptable. Et je veux dire, bon. En revanche, quand Sartre, lui, philosophe comme Bernard-Henri Lévy, intellectuel, engagé, on ne peut plus... quand Sartre abandonne son esprit critique pour n'être plus qu'un militant politique, et je vais vous dire dans quel cas, quand il n'a pas voulu entendre les dissidents, quand il les a tous traités quasiment de façon stalinienne comme des
vipère-lubrique, parce que ça dérangeait son idéologie. Là, Sartre abandonnait son statut d'intellectuel. Vous dites aussi que quand Foucault parle de la prison, quand Foucault parle de la psychiatrie, il est dans son rôle. Quand il va en Iran... Il n'a pas été seul. Ouais. Kate Millett, beaucoup ont été en Iran. Et là, vous dites que l'intellectuel disjoncte, c'est-à-dire qu'on lui fait dire n'importe quoi sur n'importe quoi. Mais pourquoi il disjoncte? Il disjoncte parce qu'il s'autorise à parler de quelque chose qu'il ne connaît pas. Et l'intellectuel n'est audible que quand il fait part au public de ses réflexions qui sont fondées sur des travaux. En vérité, au moment de la chute du Shah et de l'arrivée de Khomeini en Iran, qui sont tous été criés « Bravo Khomeini », là, ils seront avec une espèce d'infantilisme tombés dans le piège qui a été de cautionner un régime dont ils n'avaient pas la moindre idée. Ils ne savaient pas ce que c'était, que les sunnites, les chiites, rien du tout. Et vraiment, je suis très sévère. C'est un dévoiement de l'activité intellectuelle que n'ont pas eu ces hommes du 18e, en tous les cas. En même temps, tout est en germe au 18e, puisque ce désir de gloire naît au 18e. Jusque-là, l'intellectuel était... on ne peut pas parler d'intellectuel avant. On peut en parler juste là. Oui, ça naît au 18e, mais ça naît au 18e pour une raison simple. Plus tard. En fait, vous dites qu'on peut, dès cette époque, parler de l'intellectuel, même si le terme n'est inventé qu'à la fin du 19e. Oui, parce qu'à l'époque, on dit philosophe. Ouais. Et les philosophes, ça veut vraiment dire savant, philosophe. C'est le mot philosophe. C'est la République. Ouais. L'homme de la République des lettres, c'est un philosophe, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un intellectuel. Mais si ça naît au 18e, c'est pas par hasard. C'est parce que naît cette force redoutable qui est l'opinion publique. Et l'opinion publique assise, on pourrait le dire, par le relais des journalistes. Le 18e est un moment immense de besoin de savoir, de comprendre, et de démultiplication des bibliothèques, des journaux, des lecteurs, etc., des cours publics gratuits. Et là, il se trouve que l'intellectuel, le philosophe ou le savant, se trouve dans cette tentation que n'a jamais eu à connaître ses prédécesseurs. C'est-à-dire comment séduire l'opinion publique. Parce que comment laisser mon nom après ma mort? C'est un siècle où commence le matérialisme, l'athéisme. On n'y croit plus beaucoup à la vie après la mort. Est-ce qu'au XXe, vous n'avez pas l'impression que c'est aujourd'hui comment séduire trop l'opinion publique pour les intellectuels? On ne parle que des intellectuels pour l'instant. Hein? Alors oui, je pense que oui, il y a cette tentation, vous avez raison. Et en même temps, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'il y a une constante du 18e à aujourd'hui. C'est que vous voyez, on pourrait croire effectivement que c'est plus important de convaincre une opinion publique par le biais de la télévision. C'est des centaines de milliers de gens qui peuvent vous regarder ou vous écouter. On pourrait penser que l'intellectuel peut se passer de l'approbation de ses pairs. Eh bien, c'est faux. Si vos pairs vous mettent de côté, vous êtes mort à brève échéance comme intellectuel. En même temps, vous dites qu'aujourd'hui, le siècle est marqué par une grande médiocrité théorique et philosophique. C'est ma génération que je m'auto-accuse. Oui. Oui, parce qu'on a tous été élevés, il faut bien le dire, au lait du culturalisme, du marxisme, et d'une idéologie du début du siècle qui n'a plus cours aujourd'hui. Je veux dire, ça n'a plus cours parce que le mur de Berlin, parce que etc. Donc on est un peu orphelin. Et c'est vrai que ma génération, post-68 Ard ou 68 Ard, n'a pas été, comment dirais-je, n'a pas eu la capacité de refonder une philosophie, de recréer des concepts, et que on est assez médiocre, je le dis franchement. Je trouve que, comparé même à la génération Foucault, Deleuze, Guattari, etc., nous, on est modeste, disons. En quoi est-ce que les Maupertuis, les d'Alembert étaient plus brillants? Écoutez, quand Maupertuis, lui, s'intéresse à la forme de la Terre, c'est quand même... Est-ce que c'est un citron? Est-ce que c'est une mandarine? Citron, mandarine. Et c'est une mandarine. Et c'est une mandarine. Mais la polémique est immense. C'est quand même formidable de se demander quelle est la forme de l'univers dans lequel je vis. C'est quand même... C'est une question essentielle qui fait fantasmer tout le monde et puis qui met en cause, je veux dire, toute une théorie scientifique
dont tout le reste dépend. Donc l'enjeu est formidable. Quand c'est d'Alembert, à 35 ans, il est le premier mathématicien de son temps. Et aujourd'hui, le principe de la dynamique d'Alembert, voilà, on ne peut pas s'en passer, ça fait partie de l'histoire. Je ne vois pas très bien, en ce qui me concerne, dans ma génération, je ne vois pas très bien ce que nous allons laisser qui va traverser les siècles. Peut-être je me trompe. Pourquoi est-ce que le 18e, et c'est ce que vous montrez, pourquoi est-ce qu'au 18e se passe cette coupure entre le philosophe et le savant ? Qu'est-ce qui fait que d'un côté va partir le philosophe et que de l'autre côté va partir le savant, puis le scientifique ? C'est-à-dire la création des deux cultures. Oui. Ce qui fait ça, je crois que c'est deux choses. Premièrement, c'est une spécialisation de la science qui va se refermer dans les enceintes fermées des académies, des collèges de France, etc. Et par ailleurs, c'est une prise de parole sans précédent, une prise de parole laïque, qui s'adresse à un public et qui est une réflexion sur le monde tel qu'il est, hic et nunc, et pas seulement en fonction de Dieu. Et c'est la naissance des philosophes. Et curieusement, j'essaye de montrer, les philosophes s'adressent à l'opinion publique. Les premiers philosophes, c'est l'encyclopédie, quoi. C'est tous les hommes de l'encyclopédie. Eux, ils s'adressent directement aux lecteurs. Ce sont des hommes du verbe, pas de l'observation. Ce sont des hommes du verbe, ce sont des hommes qui créent un monde, qui n'ont rien à faire avec toutes les académies, en tous les cas dans un premier temps, et qui créent un pouvoir formidable, puisqu'on les appellera la secte philosophique. Une question par rapport à ce 18e, sur le rôle des femmes. Vous aviez déjà écrit sur Madame du Châtelet. Toutes ces femmes, elles servent, passez-moi la trivialité, mais elles servent à quoi dans ce siècle? Elles ne sont pas philosophes, elles ne sont pas savantes, à de rares exceptions près. D'abord, je tiens à vous dire qu'il y en a beaucoup plus, et je me ferai une joie d'essayer de le montrer aussi dans les prochains volumes, beaucoup plus de femmes savantes qu'on ne le sait encore aujourd'hui, faute de regarder les archives, et les femmes jouent un rôle essentiel. Les femmes dans les villes sont les premiers médiateurs de la pensée. C'est chez elles, grâce à elles, et par leur verbe, et par leur talent d'analyse, que une œuvre est offerte au public. Elles sont les premiers médiateurs. Quand Madame de Tencin lit l'Esprit des lois et dit « c'est un immense livre », et c'est elle qui en fait un succès. C'est-à-dire que je pense que... J'ajoute encore que dans leur salon, ce n'est pas des endroits où on prend une tasse de thé pour boire, c'est des endroits où on analyse, où on philosophe, où on discute, et ce sont elles les maîtres du jeu. Donc c'est un rôle inouï. Qui aujourd'hui saurait faire ça? Personne. Qui aujourd'hui saurait, comme ces femmes qui sont, je ne sais pas, une quinzaine à Paris, mais il y en a partout en province, saurait réunir autour d'elles les 10 ou 15 plus grands intellectuels de leur temps pour les faire, je dirais, presque créer in vivo. Hein. Est-ce que ça vous fait envie, ça? Est-ce qu'il vous arrive de réunir des confrères, des intellectuels pour justement... non, je n'aime que le tête-à-tête pour ma part. Faire du brainstorming. Non, Alors, autre aspect de cette passion qui vous anime, qui est le XVIIIe siècle, vous dites par exemple la chose suivante, en parlant des philosophes et des savants, vous dites « Nombre d'entre eux n'ayant que des revenus modestes, les embarras d'un ménage et d'une famille auraient été un frein à l'exercice de leur vocation. En témoigne cet académicien de Montpellier, médecin naturaliste de renom François Boissier de la Croix de Sauvage, qui en réponse aux félicitations d'un collègue genevois sur sa nouvelle condition de père lui répond avec franchise « Je me trouvais plus heureux si je n'avais point de progéniture, car ce n'est qu'embarras. Dans la capitale, le mariage avait mauvaise presse, un mal nécessaire pour assurer sa descendance. Dès lors qu'on pouvait s'en abstenir comme les savants et les philosophes, il paraissait fou d'y céder. » C'est étrange parce qu'ensuite vous avez travaillé sur les rapports hommes-femmes, sur le sexe, etc. Et là, quand on veut penser, on ne peut pas se servir de son sexe finalement. Il y a une espèce de... Il ne faut pas s'embarrasser avec ça. Attendez, ne confondons pas la sexualité et l'existence en tant que père. Et de la famille. Exactement, ça n'a rien à voir. Pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc pas beaucoup d'espace, j'imagine que les cris d'une marmaille étaient un handicap pour réfléchir. J'ajoute qu'il y avait à cette époque, et surtout au début du XVIIIe plus qu'à la fin,
l'idée quand même que le savoir, on se consacre au savoir quasiment comme un saint laïque. On s'y consacre complètement, totalement. Donc, je vous dis très franchement, c'est impossible qu'on soit au début du XVIIIe ou aujourd'hui si on n'a pas du silence et du temps de faire œuvre de philosophe ou de savant. C'est tout simplement impossible. Donc c'est pas si simple de mener de front la famille et une grande réflexion. Est-ce que les intellectuels que vous décrivez sont à la recherche de la gloire? Vous dites oui, forcément, à cette époque-là. Oui, c'est-à-dire que je montre le moment où ça commence, la coupure. Et c'est justement Maupertuis qui fait voler les tabous de la modestie, de la sérénité, voilà. Lui, il veut la gloire. D'ailleurs, il a le culot de dire, parce que franchement, c'est éternel, mais personne n'oserait encore aujourd'hui le dire, moi, je veux les honneurs, la gloire et l'argent. Chose insensée. Et qui oserait le dire encore aujourd'hui? Un Américain. Peut-être, oui. Exactement. Alors, les honneurs, la gloire et l'argent, comment est-ce que vous faites, vous, en tant qu'intellectuel, comment est-ce que vous gardez ce statut, cette ambition, cette passion, quand vous êtes par ailleurs présidente du conseil de surveillance de Publicis, qui est donc cette société que vous avez héritée de votre père, hein, qui est un héritage familial très important. Comment est-ce que, bon, Publicis, c'est de la communication, c'est de la publicité. Est-ce que vous vous battez, quand vous avez ce pouvoir économique, contre des stéréotypes de la femme, par exemple, dans la publicité? Comment est-ce que... Je n'ai pas ce pouvoir. C'est une fonction qui n'implique aucun du pouvoir que vous décrivez. Mais aucun. Ce n'est pas que décoratif, un président de conseil de surveillance. C'est pas décoratif, mais ça n'a aucun pouvoir de décision, de gestion. Je veux dire, ça a un pouvoir exclusif, une fois par trimestre, sur des grandes orientations stratégiques. Donc, si vous vouliez savoir comment influencer sur la société par la publicité, la communication, ça serait à Maurice Lévy qu'il faudrait le demander, et certainement pas à moi. Oui. Donc, il ne faut surtout pas mélanger les rôles. On vous écoute. Qu'on le veuille ou non, vous êtes forcément écouté. Si vous avez un avis sur la manière dont telle publicité traite la femme. Écoutez, s'il y avait effectivement une publicité concernant la femme que je trouve effrayante, mais je vois même pas comment ça pourrait se faire. Et bien sûr, je le dirais, mais vraiment, je vois pas du tout comment on pourrait arriver à quelque chose qui pourrait me choquer. En tous les cas, publiciste. Je voulais vous montrer quelques images qui ont été tournées le 10 janvier de cette année, 10 janvier 2000, et ce sont des images de la Fusion Record. Vous allez voir deux hommes qui s'embrassent. Fusion Record entre AOL, géant, j'ai pensé que c'était autre chose. Géant des services Internet, qui a acheté pour 190 milliards de dollars Time Warner, et qui a donc acheté la société de Ted Turner. Donc c'est une concentration qui ne peut qu'être inquiétante pour la communication et pour les médias. Je suis incapable de vous parler de ça. Non, mais c'est quand même quelque chose que vous voyez aussi, globalisation, mondialisation. Bien sûr que je le vois. Non. Et bien sûr que je vois aussi que... Il peut y avoir un point de vue moral par rapport à ça. Il y a d'abord un point de vue économique. Oui, certes. Le point de vue économique, c'est que vous mourrez si vous restez dans la régionalisation, dans un pays. Vous mourrez, c'est tout simple. Parce que vous êtes racheté par quelqu'un d'autre. Oui, donc, mais ça, c'est un point de vue de... C'est tout. On peut penser autrement. Enfin, il y a des gens comme les gens du groupe Attac qui pensent qu'on peut plutôt... Je pense que ça dépend des affaires, ça dépend des... Dans le milieu de la communication, vous assistez comme moi, comme nous tous, à des OPA constantes. Je veux dire, forcées ou amicales, comme on dit. Bon, vous pouvez être vous-même l'objet d'une OPA. Je ne voudrais pas pour le service public, mais... Je dis vous-même. Oui, j'entends bien. N'importe qui a une... Toujours sur ce point de vue moral que peut revendiquer l'intellectuel, notamment l'intellectuel que vous êtes, quand vous voyez l'ancien patron de Elf, Philippe Jaffray, fonder une société de services qui s'appelle Stock Option, quand on sait que ce monsieur a touché quelques dizaines de millions de francs d'indemnité, est-ce que là, on n'a pas une société qui est en plein dérèglement? Écoutez, j'aurais du mal, moi, à parler de M. Jaffray. Non, mais lui ou un autre. Enfin, cet argent qui traîne comme ça et qui... C'est-à-dire que
c'est absolument stupéfiant, effectivement, que selon le cours d'une bourse qui est totalement virtuelle, il y ait des gens qui soient démultipliés dans leur possession, alors qu'il y en a d'autres qui ne peuvent pas, je dirais, survivre, quoi. Ouais. Ça, c'est quelque chose d'absolument inimaginable. On est hors on est hors de la dimension humaine. Alors, quand on regarde ça, on se dit que c'est absolument impensable qu'il n'y ait pas une régularisation de tout. C'est impensable, parce que ça pourrait finir très mal. Comment est-ce que vous pouvez, vous, aujourd'hui, comme intellectuel, je vous sens faible, je vous sens triste sur ce point. Comment est-ce que vous pouvez repartir au combat, d'une certaine manière ? Écoutez, Et comment faudrait-il que les intellectuels partent au combat ? Est-ce qu'il faut être dans la pédagogie ? Est-ce qu'il faut être dans la politique ? Est-ce qu'il faut se contenter d'écrire ? Bon, je crois que déjà écrire, c'est une petite chose. D'écrire. Écrire est une petite chose. Mais je crois de plus en plus au militantisme par réseau. C'est-à-dire que je remarque que depuis quelque temps, très peu de temps, il y a des réactions par réseau, selon les objets. Selon les objets. Et donc, il y a des alliances conjoncturelles pour essayer de régler un problème. Si vous essayez de me demander, est-ce que contre cette mondialisation, les intellectuels peuvent faire quelque chose, je répondrai oui, partiellement, par la prise de conscience. Je vais vous dire, ça me semble aussi difficile à résoudre, et pourtant, je ne suis pas désespérée, que le problème qui est pour moi le problème majeur aujourd'hui, pardonnez-moi, c'est le problème des talibans. C'est le problème majeur en ce qui concerne les femmes, et le précédent que ça a provoqué. Je vois aujourd'hui non seulement un silence absolu sur ce qui se passe pour ces malheureuses femmes aux talibans et la société que ça représente, mais je crois avoir entendu qu'on a reçu une délégation taliban aujourd'hui, officiellement. Alors, le problème moral est immense. Quand on est intellectuel, qu'est-ce qu'on peut faire ? Pas grand-chose, sauf en parler. C'est tout ce qu'on peut faire. Parlons de ce qui a été pas votre combat, mais votre engagement sur la réflexion, sur les relations hommes-femmes, sur le statut de la femme, sur le féminisme. Et je vous propose d'écouter quelques réactions à une loi qui a été votée au Parlement, qui est la loi sur la parité. Ce texte, d'abord, n'est pas un bon texte, il est largement hypocrite, il est mal fichu, si vous me permettez l'expression, et il ne règle pas un certain nombre de problèmes, notamment que ceux de l'accueil des femmes dans la vie politique. C'est une grande journée pour les femmes et je crois que c'est un symbole que la politique fasse entrer des femmes pour que derrière, dans les entreprises, dans les associations, eh bien, on pense aussi que les femmes peuvent prendre des responsabilités. La préoccupation des Français, c'est qu'il y ait des femmes en politique, bien sûr, mais certainement pas qu'on touche aux principes fondamentaux de la République, qui la veut une et indivisible. Merci. Merci. Elisabeth Badinter, où vous situez-vous sur la parité ? Vous êtes contre, vous ? Je suis contre, je suis absolument... Je ne sais pas qui était la personne que l'on a entendue à la fin sur la République une et indivisible, mais c'est... Christine Boutin. C'est effectivement ma position. L'universalisme, on n'y touche pas. On n'y touche pas, et je pense que c'est très dangereux d'y toucher. Je pense que on a ouvert la boîte de Pandore. On a ouvert la boîte de Pandore du communautarisme. Et moi, j'en suis très, très chagrine. Je pense que si on a pensé... Il y a un retour du différentialisme aujourd'hui, oui. Si on a pensé qu'il fallait des quotas pour les femmes, il n'y a aucune raison de refuser ce quota à toute autre communauté de Français qui ne serait pas conforme au modèle blanc, 45 ans, etc. et mâle. Je pense que... Et moi, je l'ai dit dans tous mes débats avec les paritaires, je leur ai dit, si après les femmes, il y a d'autres qui demandent des quotas, moi, je ne me sentirais pas, contrairement à vous, le droit de dire « Ah non, c'est bon pour les femmes, mais c'est pas bon pour vous ». Et donc, je pense qu'aujourd'hui,
nous avons le devoir, si on a peur des quotas, si on a peur du communautarisme, je pense que les intellectuels ont un vrai devoir aujourd'hui, c'est d'appeler les politiques de tous les partis à faire le travail, un vrai travail républicain. Et le vrai travail républicain, ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les prochaines élections, qu'elles soient législatives ou municipales, il est indispensable que la République dans son entier soit représentée au sein du Parlement. Ça veut dire que c'est aux partis politiques de présenter des candidats de toute origine, avec toutes les spécificités possibles, parce qu'ils représentent la République. Volontarisme. Oui, voilà. D'accord. Oui. D'accord, très bien. Mais il faut faire ça maintenant, avant qu'on dise on veut des quotas. J'ai encore deux questions à vous poser sur ces relations hommes-femmes et sur le statut des uns ou des autres, ou la perception des uns et des autres. Mais avant, une question accessoire. Est-ce qu'on doit dire Madame le Président ou Madame la Présidente du RPR, au-delà du fait que Michel Alliot est choisi? Moi, je m'en fiche. Voilà, je l'ai dit depuis le début. Si des femmes préfèrent qu'on les appelle Madame la Présidente, eh ben, ça n'a pas d'importance. Pour moi, ça n'a aucune importance. Dont acte. Faux débat. Est-ce que celui-là est un vrai débat? La pilule du lendemain au lycée, regardez. Dans cet établissement de 2200 élèves, Laure Gisquet est infirmière. Elle reçoit 3000 visites chaque année. Plusieurs centaines d'entre elles concernent des interrogations sur la sexualité. Les cas de grande détresse qu'elle a pu rencontrer l'ont convaincue. La pilule du lendemain au lycée, elle est pour. On est ravis de... Pas ravis de cette responsabilité, mais ravis qu'elle arrive sur le marché. Ça répond à un besoin des jeunes adolescents. Parce que vous étiez confronté régulièrement à ce genre de problème dramatique? Régulièrement, oui, au moins une fois par mois. Personnellement, moi je trouve que c'est bien parce qu'on peut l'avoir où on veut sans être obligé de demander la permission aux parents. C'est anonyme en plus et donc c'est sécurisant pour nous, même si on sait qu'il y a d'autres moyens pour éviter ça. Ce sont surtout les parents d'élèves qui sont divisés. Au lycée Pierre d'Aragon, une fédération est pour, l'autre contre. Les deux fédérations demandent en tout cas qu'un médecin assure un suivi après la délivrance de la pilule du lendemain. Laure Gisquet l'entend bien ainsi. Chaque fois que l'urgence lui en laissera le choix, c'est vers un médecin qu'elle continuera d'orienter ses élèves. Réaction. Je résume vos positions dans ce domaine. Donc vous vous dites pas de limite au droit à l'avortement. Vous dites pas de statut pour l'embryon, qui n'est pas une personne avant la naissance. Vous dites qu'une femme de 60 ans peut être une bonne mère. Et vous dites que toute femme doit être libre de son corps, quel que soit son âge. Absolument. Et moi, je me réjouis de cette décision qui vient d'être prise. Il n'est que temps. Parce qu'enfin, on supporte depuis très longtemps qu'il y ait 6 à 8 000 avortements d'adolescentes, ce qui est quand même terrible. Je ne vois même pas comment on peut discuter de ça. Après tout, non mais c'est vrai, et tout vaut mieux pour une adolescente qu'un avortement à 14 ou 15 ans. Bien sûr. Alors donc ça ne se discute pas. En revanche, il y a un sujet qui se discute en ce moment, juste en ce moment, et qui me semble au moins aussi fondamental que ça, c'est le problème des gynécologues pour femmes. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous savez qu'il n'y a plus de formation de gynécologue depuis 15 ans. Je suis contente que vous... 3 ans. 15 ans, et ça fait 3 ans qu'on se bat pour que les femmes, c'est-à-dire surtout nos filles, puissent enfin bénéficier d'un accès direct au gynécologue. C'est un grand, grand combat, puisqu'on appelle à manifester d'ailleurs le 25 mars, et je pense que c'est au moins aussi important que la pilule dans les lycées, tout simplement parce qu'il faut savoir que c'est grâce aux gynécologues de ville que la France a la meilleure prévention contre les cancers féminins de toute l'Europe. Et je voudrais simplement dire que c'est en France que les femmes arrivent au bout de leur vieillesse, je dirais, sans opération mutilante, comme dans tous les autres pays d'Europe et en Amérique. Le 25 mars, donc. 25 mars, oui. Une toute dernière question, elle concerne le XY de l'identité masculine, c'était en 1992. Aujourd'hui, où en est-on de l'identité masculine? Alors,
bon, à l'époque, l'homme était absolument perdu. Il y a eu l'homme dur, puis l'homme mou, et cet homme nouveau était en... L'homme doux. L'homme doux. L'homme torchon. L'homme dur, l'homme torchon, selon l'expression nordique qui est terrifiante, et l'homme doux. Était en gestation. Alors, je me disais, je vais vous poser cette question parce que je voyais l'autre jour dans Libération un article sur le fait que les députés allaient voter une réforme générale du droit de la famille et se positionner notamment contre les abus du divorce et se prononcer contre le divorce tirelire. Est-ce que ce droit de la famille issu du Code Napoléon est pas justement un endroit où la femme a une très très grande supériorité par rapport à l'homme? On dit que 98% des pensions alimentaires sont versées par des hommes, par exemple. Alors ça correspond à un état de la société, certes, mais... Non, mais c'est normal. Pourquoi? Parce que dans 85% des cas, ce sont les femmes qui gardent les enfants. Les pensions alimentaires, c'est ce qu'un père doit à ses enfants. C'est pas pour entretenir sa femme, c'est sa contribution aux enfants qu'il aime, dont il est le père. Attention, alors c'est vrai... Oui, mais là en l'occurrence, la bataille des députés, c'est contre des rentes qui sont versées. Oui, mais ça n'est pas 98% des pensions alimentaires quand même. Il ne faut pas exagérer. L'immense majorité, c'est pour l'entretien des enfants. Alors on peut... Moi, personnellement, je pense que je serais plutôt favorable au fait qu'il n'y ait pas de raison quand on divorce d'un monsieur. Et si on doit travailler... alors s'il y a des différences sociales terribles et qu'on laisse pas la personne avec qui on a vécu dans la misère. Mais je trouve que c'est vrai que le divorce ne doit pas être une tirelire pour une femme. Donc vous êtes comme Véronique Neyerts qui dit qu'il est de l'intérêt des femmes de prendre conscience que le mariage n'est pas une assurance vie et qu'il leur faut compter sur leur propre force, c'est-à-dire avoir un métier et travailler. Écoutez, je crois que, alors vraiment, la nouvelle génération, les filles qui ont 25 ans, elles le savent toutes. Il n'y a pas besoin d'attendre une prise de conscience, elles le savent très bien. Brigitte Fontaine, qu'avez-vous entendu d'Elisabeth Badinter? En effet, les femmes, les jeunes femmes se démerdent, et elles ont bien raison, et elles attendent rien de personne. Et moi, je suis pour attendre rien de personne et se débrouiller soi-même. D'autre part, je suis contente d'être avec Elisabeth Badinter et je trouve que c'est censé et non, extrêmement sérieux, quoique je ne vois pas pourquoi elle accepte toujours le nom d'intellectuel et pas un autre nom que tout le monde lui apparemment jette sur la figure. Il y a également penseuse, il y a également chercheuse, il y a également je crois que c'est tout pas ça. Pareil. Je crois que penseuse, si. Parce que la pensée est extrêmement importante. Oui, mais l'intellectuel, il met la pensée sur la place publique. Oui, la place publique, malheureusement, je crains que non. C'est fini. Oui, je le crains. À moins de vendre 14 millions d'exemplaires. Là, je ne sais pas. Vous savez, je crois qu'il y a des hommes, des femmes, qui ont été de grands intellectuels et qui ont engendré des générations, mais récemment, pas forcément connus du grand public. Je pense à notre maître à tous, que le grand public a complètement ignoré, mais qui est notre maître à tous, qui est Canguilhem. Canguilhem c'était le patron de Foucault, le mien, et de tout le monde, absolument. Il a formé tout le monde à la Sorbonne. On n'a pas besoin d'être lu par 14 millions de personnes pour avoir de l'influence, vous savez. Croyez pas ça. Mais c'est probablement la qualité de vos travaux et de votre, peut-être aussi de vos qualités pédagogiques ou d'influence ou de conviction, de rigueur, qui sont infiniment plus importantes que la, comment dirais-je, et à plus long terme que de tirer. Vous savez, pour tirer à 14 millions d'exemplaires, il faut, je pense, un discours, comment dirais-je, qui soit audible par 14 millions de personnes. Ce qui veut dire beaucoup de choses. C'est plus que le journal télévisé.
de 20 Donc, heures. ça ne fait pas, ça ne fait pas être une c'est œuvre le intellectuelle. Oui, Mais bien c'est le sûr. peuple. Mais il faut des relais. Voilà, il y a des gens qui vont faire le relais. Nous avons tous été le relais de cet homme qui est Georges Canguilhem et que le grand public ne connaît pas. Je vous propose de continuer cette conversation. On va d'abord se remettre dans l'ambiance de ce qu'est Brigitte Fontaine, de ce que dit et de ce que chante Brigitte Fontaine, avec le clip réalisé par Olivia Clavel, hein, qui s'appelle Le Nougat, qui est un modèle du genre. Téléclavel. Téléclavel, oui. Bon, on peut raccourcir son nom. Et en fait, c'est un modèle du genre. Sifflet là, Elisabeth. Non, mais vous allez reprendre la conversation juste après, Ouais, je vous le d'accord. promets. Donc, modèle du genre, début des années 90, ça s'appelle Le Nougat, et voici Brigitte Fontaine. Je me réveille avec entrain, je branche la cafetière électrique, je me rue dans la salle de bain et je deviens paralytique. Sous la douche, il y a un éléphant qui me regarde tendrement. Je balbutie en rougissant, d'un air gaga probablement. Mais comment donc êtes-vous entré, puisque la porte était fermée? Il me sourit et il me dit: t'occupe pas, donne-moi du nougat. T'occupe pas, donne-moi du nougat. Je bondis sur le téléphone, je fais le 17 et je tonne. J'habite au 1 de la rue Didouche, y a un éléphant dans ma douche. Le flic me dit: vas-y toi-même, ça résoudra tous tes problèmes. Déboussolé, je redéboule là où j'ai laissé ce maboule. La douche est vide, il est parti, le voilà couché dans mon lit. Brigitte Fontaine, dans ce clip, vous étiez en noir, tout en noir. Aujourd'hui, vous êtes en blanc, tout en blanc. Je ne peux plus supporter le noir. Avec du mauve, ça va. Et ça, c'est bleu marine, c'est OK. Mais je ne peux, pour moi, en tout cas, je ne peux plus supporter le noir. Donc je suis en blanc ou en orange ou rouge ou tout ça. Le noir, c'est fini. C'est sinistre, lugubre. Et le blanc, c'est la couleur du deuil. Le noir aussi. Il n'y a que du deuil partout. Pleurons, pleurons, mes frères. 13 albums, 6 Et mes romans. sœurs. 13 albums, 6 romans, 2 pièces de théâtre, 30 ans de chansons. Et je voudrais, vous citer un vers de Shakespeare, parce que je sais que c'est quelque chose qui vous habite particulièrement. C'est la mort. Et Shakespeare dit ceci, alors je crois que ça doit être « Cowards die many times before their death », les lâches meurent plusieurs fois avant de mourir. « The valiant never test of death but once ». Le courageux ne rencontre la mort qu'une fois. Et vous avez une peur féroce de la mort, sans doute beaucoup plus que le commun des mortels. Pourquoi ? Oui, j'ai une peur féroce terrible de la mort, en effet, comme beaucoup de personnes. Mais d'un autre côté, elle s'estompe au cours des temps. C'est-à-dire que je sens la fusion beaucoup plus grande que jadis ou naguère. Je sens la fusion entre la vie et la mort, bien que ça doit être, que le passage doit être d'une violence extrême. Je pense qu'il y a une fusion et évidemment une métamorphose énorme avec la mort, mais que je ne dirai jamais, car je ne croirai pas qu'il n'y a rien après la mort. Ça ne peut pas être, c'est tout à fait, à mon avis, déraisonnable de croire qu'il n'y a rien. Mais qu'y a-t-il? Personne ne le sait. Personne n'est revenu pour nous le dire, nous le confier, nous le raconter. Donc, bien sûr, ça engendre une peur
redoutable, mais on est en plus quand même... eh bien, c'est l'inconnu. Et ok, allons-y quand le moment sera venu, c'est-à-dire dans 100 ans. Je vous cite... Dans un millénaire. Joyeux millénaire à tous. Je vous cite, si vous pensez avoir enfin trouvé la solution, eh bien une bonne nuit de sommeil et il n'y paraîtra plus. Ça, c'est vous qui dites ça. Alors tout à l'heure, je citais Shakespeare et Jules César, c'était pas innocemment, puisque en fait, aujourd'hui, dans ce que vous n'avez pas fait, dans ce que vous aimeriez faire, il y a joué Shakespeare. Oui, en effet, je n'ai jamais joué Shakespeare. J'aurais bien voulu jouer, par exemple, Lady Macbeth, ou bien jouer dans Mesure pour mesure. Ça vous manque beaucoup? Est-ce que ça veut dire qu'on ne vous a pas fait suffisamment confiance? Est-ce qu'aujourd'hui, on vous a catalogué? Simplement que j'ai pris une autre route qui n'a pas permis que des propositions se fassent. Je suppose. Parce que je dois dire que je crois modestement que je peux assurer n'importe quoi dans ce domaine de la tragédie ou la comédie. Et donc j'aurais aimé et j'aimerais encore jouer Shakespeare ou jouer Marivaux ou Racine ou Tchekhov ou Tennessee Williams. Est-ce que vous avez réglé votre rapport aux autres? Alors, beaucoup de gens disent on a peur d'elle, les musiciens sur les plateaux disent on a peur d'elle. José Arthur, dans une émission qui est voisine de celle-ci, dit vous êtes quelqu'un qui me fait peur. Alors moi j'ai plutôt envie de vous dire... Attendez, je termine. J'ai envie de vous dire, vous ne faites pas peur, vous faites écho. Je trouve que ce serait plus juste. Dans votre fragilité, dans vos terreurs existentielles si bien habillées finalement. Et peur, je ne sais pas pourquoi. C'est parce que sans doute je suis différente un peu des autres personnes qui sont dans le show business, probablement. Et d'autre part, José Arthur, il m'a dit ça il y a longtemps, et il rigolait sans doute, parce que lui, il a peur de rien, surtout pas de moi. Et il a la réplique très prompte et très facile. Il neige, c'est tout ce qu'il sait faire. J'ai peur, c'est tout ce que je sais faire. Hein, c'est ce que vous dites dans une de vos chansons. Il pleut, c'est tout ce qu'il sait faire. Mais il y a longtemps, longtemps. Et pour la peur, c'est il neige, c'est tout ce qu'il sait faire. Dans les mots qu'utilisent mes confrères ou les critiques pour parler de vous, il y a ceci: désarroi, provocation, plaisir fou à faire l'andouille, décalé, poético-funky, gamine éternelle, bizarrerie, excentrique, conne, vision exacerbée, farce, humour, fantaisie, expressionniste, insolite, absurde, joyeuse, explosive, déconnante, émouvante, fatale, maximaliste jusqu'au bout des ongles. Vous assumez tout? Ok, on y va. Et aujourd'hui, vous êtes calmé? C'est pas pour demain, je crois. Il y a beaucoup de Bretons. Ni pour après-demain. Il y a beaucoup de Bretons encore aujourd'hui dans cette. À Paris? Non, chez vous, dans votre caractère, dans votre trempe. Hein? Oui, de plus en plus. De plus en plus, je reconnais et je kiffe sur les Bretons. Ils sont adorables. Ils sont pas machos. Ils sont marrants. Bien sûr, ils boivent beaucoup. Et alors, du coup, ils sont bien et on s'aime et on est bien et tout ça. Dans votre parcours, Et je signale que les Bretons, bizarrement, sans doute à cause de l'héritage des Celtes, ne sont pas machos du tout, les hommes. Et les femmes? Pour ma part, je ne suis pas une macho girl. Dans votre histoire, en tout cas, il y a ceci. Nous sommes le 7 janvier 1968
Et c'est une récurrence dans ce que vous faites. Il y a une pièce de théâtre qui s'appelle « Maman, j'ai peur ». Regardez. Ouh là là. Confiez-vous totalement à votre petite femme, comme si elle était une part de vous-même. Voulez-vous? Je me demande parfois si vos sentiments pour Octave, cet ami que j'adore, si vos sentiments pour Octave sont seulement ceux d'une amitié ordinaire. Brigitte Fontaine, Rufus, Jacques Higelin, 3 noms, un spectacle actuellement sur les Champs-Élysées, Maman, j'ai peur. Pourquoi ce titre? Brigitte Fontaine. Pourquoi? Parce qu'on a peur et qu'on voulait que les autres aient peur aussi. Voilà. Vous avez peur Empêcher généralement? les gens de dormir un petit peu, mais en les faisant rire si c'était possible. Voilà. Vous avez d'autres projets que vous êtes en répétition? Oui, on prépare avec Rufus une... Avec Rufus, sans Brigitte Fontaine? Ah, Brigitte Fontaine, elle nous a désertés parce qu'elle est repartie à son art favori, qui est la chanson, qui est pas d'ailleurs, je sais pas si c'est son art favori, mais enfin, de toute façon, actuellement, elle est plongée jusqu'au cou dans la chanson et elle prépare un disque. C'était en 68. Ah, mais vous avez trouvé ça? On a cherché. Il y a des sociétés pour ça. Ça s'appelle l'INA. Donc, à l'époque, avec Rufus, avec Higelin. Est-ce que c'est du bon souvenir? Parce que vous parlez de votre... Oui, c'est bien. Sauf bien Brigitte. Sauf que vous dites de votre passé qu'il est parfois crasseux. Vous dites... Le passé crasseux. De toute façon, ça fait longtemps que je dis que le passé est le passé crasseux. Pourquoi? Parce que ce que j'aime, c'est la minute présente ou la minute à venir, et les choses qui avancent et qui bougent. Quelle horreur! Non, je ne suis pas bouddhiste. Non, mais la présence au moment et la présence à l'instant. Je ne suis pas chrétienne non plus. Je suis agnostique. Ouais. Totalement. Vous avez toujours donné l'impression... je ne vais pas dire de faire des chansons engagées, parce que ce serait totalement faux, mais en tout cas d'être percutante, de casser les stéréotypes, de casser une vision bourgeoise de la société dans vos chansons, ne serait-ce que parce qu'on a pu les taxer de surréalistes. Ce n'était pas fait exprès, c'était comme ça. C'est tout. Et c'est encore comme ça. On peut être empêcheur de tourner en rond sans le vouloir. Oui, par nature, oui. Bien sûr. Vous ne voulez aucune filiation, c'est-à-dire qu'en 68, vous dites à la limite, je tolère, sans deux L d'ailleurs, je tolère Rimbaud. Vous tolérez Rimbaud. Je tolère Rimbaud. Et je tolère... Que vous copiez de la main gauche quand vous étiez à l'école. Oui. Oh, il est bien renseigné, lui. Oui, tout à fait. Mais je trouve ça étrange parce que vous disiez, je n'écoutais pas en classe et je me forçais à écrire de la main gauche alors que je suis droitière, Rimbaud, Baudelaire et Verlaine. Oui. C'est extraordinaire. Oui, et même Apollinaire. Pourquoi cette discipline? Je ne sais pas pourquoi. Ça m'amusait. 19 au bac. Et moi, j'aime beaucoup m'amuser. 19 au bac en philosophie, oui. Cyclotimique sur le carnet de notes. À ce moment-là, je pensais encore. J'aimais la pensée, ce qui m'a malheureusement abandonnée. Malheureusement ou heureusement, je ne sais pas. Maintenant, je suis, depuis longtemps, pas du tout branchée sur la pensée, mais sur l'impulsion et l'intuition, les choses comme ça. Et alors, je me dis souvent que je devrais revenir ou venir. Vous n'êtes plus une penseuse, vous êtes une impulsive. Oui. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir eu raison trop tôt dans ce que vous chantiez? C'est-à-dire que vous dites, par exemple, que face à certains publics, vous étiez de dos, parce que vous sentiez dans les regards des choses qui ne vous plaisaient pas, alors qu'aujourd'hui, vous êtes en parfaite harmonie avec un jeune public qui vous le rend bien. Mais oui, parce que, à mon avis, je ne sais pas si Elisabeth sera d'accord, mais les jeunes, très jeunes, 18, 20, etc., ont beaucoup changé. Et on dit qu'ils sont, par exemple, pas
engagés, etc., et qui s'en foutent, etc. Mais je trouve pour ma part qu'ils sont beaucoup plus vivants, plus sincères et plus marrants, plus communicatifs, et qu'ils ont d'autre part un combat pour lequel ils ne réfléchissent pas sans doute, mais qui est leur propre chose à eux, c'est-à-dire l'antiracisme. Et je trouve que c'est une chose diablement importante qui va plus loin. C'est la seule chose pour laquelle vous vous engageriez, enfin, Exactement. C'est la seule chose pour laquelle je m'engagerai. Est-ce que vous avez été pénalisé par l'image provocatrice que vous avez pu donner à l'occasion? On va regarder un extrait de La closerie des Lilas ou Le temps déborde, ça date de 1973. Donc là, vous êtes avec Areski, vous êtes sur le quai d'une gare, et vous chantez, ça donne à peu près ceci, et on peut imaginer ce que ça peut avoir de provocateur ou de Mais oui, il va pétard, chercher tout ça, lui. ou de pétard dans la France pompidolienne. Regardez. Qu'est-ce qu'il voulait à la fin, le Gwen? Mais comment elle s'appelle, ta tortue? Qu'est-ce qu'il voulait à la fin, le Gwen? Mais comment elle s'appelle, ta tortue? Qu'est-ce qu'il voulait à la fin, le Gwen? Comment s'appelle ta tortue? Qu'est-ce qu'il voulait à la fin, le Gwen? Comment s'appelle ta tortue? T'inquiète pas, va, ça y est. Nous en avons tant fait. Ah oui, nous en avons tant fait, il fallait le faire, effectivement. Et est-ce que ça vous a pénalisé quand même? Il a fallu que les Japonais produisent French Corazon pour que... Bien avant, j'étais pénalisée, bien avant, enfin, quelques années avant, et j'ai été carrément interdite d'antenne à la télévision. Pour... Jamais de concession. Je sais pas, je fais ce qui se trouve. Je fais ce que je trouve, je fais ce que je... Oui. Voilà. Donc, c'était à cause d'une histoire, d'une interview, si je me souviens bien, que j'avais faite moi-même. J'avais décidé de faire moi-même les demandes et les réponses. Et bon, ça n'a pas plu au pouvoir en place à ce moment-là. Et j'ai été interdite d'antenne pendant 2 ou 3 ans. Vous avez, l'an dernier, sorti Morceau de choix qui reprend 30 ans de votre vie. Alors c'est un best-of, et on ne se serait pas arrêté sur ce best-of, sauf qu'on s'y est arrêté l'an dernier. Et je cite ce qu'on a pu dire à cette époque-là. Et puisqu'une compilation aussi peu chronologique soit-elle, invite tout de même à faire des comptes, on retiendra en priorité 3 perles définitives qui trônent au beau milieu de cette collection. J'ai 26 ans, lettre à monsieur le chef de gare de Carole et l'inaltérable comme à la radio, version Art Ensemble of Chicago. Il fallait le faire, de travailler avec eux. Donc ça, c'est la critique de Thierry Jousse, c'était dans Les Inrecuptibles. Et puis, dans Messager de mai 99, il nous est plutôt rare de recommander un best-of, préférant de loin la collection des albums originaux. Celui-ci est une exception, remarquablement fait, parfait. Donc, le Nouvel Observateur, dernière critique que je cite, avril 99. A priori, son nouveau disque ressemble fort à un best-of quelconque, une compilation traditionnelle, un savant assemblage de succès. Il n'en est rien. Impossible de trouver dans cette admirable sélection un seul hymne populaire, un titre que la foule prise au dépourvu pourrait reprendre en chœur. Finalement, tout à l'heure, vous disiez, Elisabeth Badinter, que c'était important le nombre. Et là, vous ne faites aucune concession au nombre. Et tout le monde souligne la qualité de votre travail, hors la provoque qu'on a vue par ailleurs. Il y a beaucoup de personnes, bizarrement, qui chantent sur mon passage dans la rue « Ah, que la vie est belle ».
ou qui disent « Ah, que la vie est belle », ou qui chantent « Ah, que la vie est belle ». Donc voilà, titre. une espèce de hymne, si on veut, actuel, qui est repris par la, je dirais pas la foule, bien sûr, car je n'en suis pas là, mais les gens de la rue. Un clavier belle, c'était dans l'album Les Palassins, c'était il y a 5 ans. Non, il y a 2 ans. 2 ans 97, Les Palaces? Les Palaces, oui. Oui, 3 ans alors. Dans vos références, il y a Higelin, que vous appelez Cro-Magnon, on l'a vu tout à l'heure, Gainsbourg, Hallyday. Vous avez dit un jour Sheila et Brigitte Fontaine, même combat, on ne sait pas trop pourquoi. À Verlaine, Rimbaud et Baudelaire, on a parce que je ne voulais plus jouer dans cette situation déshonorante où ils sont là comme des poissons qui attendent la bouche ouverte qu'on les nourrisse. Bon, c'était un truc de jeune fille sauvage, d'accord. Et je leur ai dit, vous ressemblez à un cimetière militaire, et je vais m'en aller dans 3 quarts d'heure, non, dans 1 quart d'heure, et je vais vous dire pourquoi. Et je suis partie en effet après avoir expliqué pourquoi, et qu'ils ne seraient pas remboursés. C'est vache. Non, c'était rigolo parce qu'ils se sont parlé entre eux après très longtemps. C'était bien. Vous avez une gestuelle, ça c'est aussi typique de Brigitte Fontaine. Dans les quelques références encore à citer, parce qu'elles sont importantes par rapport à ce qui a nourri votre musique, il y a Thelonious Monk, puis aujourd'hui il y a Massive Attack, il y a Mozart. Vous êtes en train de réécouter tout Mozart, ou d'écouter d'ailleurs tout Mozart. C'est tellement éclectique. Je l'adore. Je l'adore. Ça fait partie de votre façon de planer actuelle, ou de chercher en tout cas? Oui. Non, je ne cherche pas, je trouve, comme a dit quelqu'un d'autre que moi, mais moi je l'ai dit avant lui, bien qu'il était certainement mon aîné de plusieurs décennies ou siècles. Alors même chose, vous avez chanté en berbère, et c'est vrai qu'avec un originaire du Maghreb comme votre mari, oui. Comme Areski Belkacem, oui. C'est vrai que vous avez été en avance sur tout. Et ce que je disais tout à l'heure, est-ce que aujourd'hui, comment est-ce que vous jugez le fait que finalement vous chantiez berbère avant Faudel, quoi? Eh bien, j'avais eu envie de ça. Moi, chanter en berbère, et lui, en français, traduire en français ce que j'avais écrit en français et qui avait été traduit en kabyle. Donc, voilà. Et ça faisait un duo assez étonnant, disons. Sur votre palette, il y a également cette activité de romancière, par exemple chez Les Carlates, La Limonade Bleue, qui est un roman. Et puis vous dites, de toute façon, je me suis mis en grève d'écriture, puisque de toute façon, j'ai 2 romans qui sont refusés par les éditeurs actuellement, et tant qu'ils ne seront pas pris, je n'écrirai plus. Ah mais, je crois que ça fait peut-être 2 ans que j'ai dit ça. Oui, et donc maintenant vous avez commencé à réécrire? Non, parce que j'ai autre chose à faire. Et que, pour l'instant, malheureusement, alors que j'adore écrire des livres, oui, eh bien, je n'ai pas le temps ou je ne le sens pas pour l'instant. C'est vrai que vous êtes une adepte du premier jet? Ah oui. Ou du jet unique? J'écris comme ça, sans savoir où je vais. Sabine digère légèrement sa petite déconvenue dans un tourbillon tantôt drôle, tantôt âpre, de copains, de copines, de coups de fil, de courses rapides dans la ville, de soirées chaotiques et de travail pas grave. Insouciante et désordonnée, sombre, animée, fantasque, hantée, elle grouille partout par saccades contrastées, la migraine, la gueule de bois, les fous rires, et dans un coin perdu, lui la gueule en diamant noir de Tony. Une guerre secrète est engagée, Sabine brusque et tendre, dure et capricieuse, perdue souvent, divague au milieu de ses conquêtes plus ou moins platoniques, butant sur ce salaud de Tony, après Stella qui ne l'a pas rappelé, Stella qu'elle a pourtant rencontrée dans une soirée, les seins apparents sous un maillot transparent, la bouche lustrée, flanquée de Mathieu, et qui l'a tendrement embrassée. Voilà comment vous écrivez, voilà comment vous décrivez Sabine qui... Je vais totalement oublier ce passage. Elle vous ressemble un peu, non, dans cette...
Ah, pas du tout. Non. Il y a moins de qualificatifs pour vous décrire que ça? Oui, je suis sauvage et gentil. Claquemuré dans l'île de la Cité à Paris où vous vivez? Non, l'île Saint-Louis. L'île Saint-Louis, l'île de... Pardon. Non, je bouge de plus en plus maintenant. Je voulais signaler également Jean Rumin, donc le recueil de vos chansons, de vos textes. Oui, la plupart, disons. Qui nous donne absolument un aperçu de votre talent, de ce que vous écrivez. C'est publié chez Christian Pirot, éditeur. Conne, par exemple. Je suis malheureuse parce que je suis conne et que tout le monde est con parce que j'ai raté ma vie, j'ai raté mon évolution spirituelle. Je n'ai pas appartenu à un ordre initiatique. Conne, je suis passé à côté de l'amour. L'amour, quand il s'est présenté à moi avec sa Mercedes rose bonbon et sa poitrine nue et dorée, je l'ai laissé sur le bord de la route et je suis monté dans une de chevaux pourrie. Il y avait un chien qui puait. Conne, je n'ai pas respecté mon père et ma mère. Il n'y a pas de secret, il n'y a pas de mystère. J'ai négligé mes devoirs envers l'univers. Vous êtes né en 1940, on a l'impression qu'aujourd'hui... pas du tout. Aujourd'hui, tout ça a été digéré, qu'il y a une sagesse finalement. Je vous ai connu plus... J'aimerais bien, mais je crois pas. Je vous ai connu plus turbulente. Oui, parce que les circonstances s'y prêtaient davantage. Elisabeth Badinter, qu'avez-vous entendu de Brigitte Fontaine? Beaucoup de choses. D'abord, j'ai été frappée parce que quand vous m'avez donné l'impression, peut-être certainement fausse, hein, mais c'est comme ça, de vraiment beaucoup aimer la vie. Oui. Parce que pour des tas, dans vos propos, à des tas de moments tout à fait différents, chaque fois je me disais, mais la vie d'abord. Et quand vous avez parlé de la mort, et de cette peur de la mort, de chose terrifiante, je pense qu'il faut être fou de la vie pour parler de la mort comme vous l'avez fait. Et puis, j'ai retenu que vous vouliez jouer Shakespeare. J'ai retenu que vous aviez pris vos distances à l'égard de la pensée. Et puis, j'en ai plus cru un mot quand j'ai entendu le texte que vous avez lu. Car quand vous dites « j'écris comme ça », c'est un texte... C'est vrai. Ce que j'ai entendu, c'est un texte ciselé. C'est pas craché, c'est ciselé. C'est tout à fait différent. Donc, vous dites que vous avez pris... Oui. C'est guidé à partir d'un certain moment. Mais ce qui se passe au début, c'est... on ne sait pas quoi. Le début, c'est une chose. C'est le texte qu'on publie. Et le texte qu'on publie, il est extrêmement travaillé et subtil. C'est pas du tout je crache quelque chose. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Et je me suis dit que finalement, vous voyez, moi, je ne suis pas convaincue que vous ayez pris vos distances avec la pensée. Même au nom ou pour donner la priorité à la vie, l'intuition, etc. Je ne crois pas ça. Je ne le sens pas. De toute façon, je ne l'ai pas fait exprès. Quand j'étais très jeune, j'étais peut-être une espèce d'intellectuelle en herbe. Et après, en classe de philosophie et tout, ok. Mais ensuite, j'ai, sans le vouloir, certainement, quoi que vous en disiez, abandonné, ou elle m'a abandonné la pensée. J'ai abandonné, ou elle m'a abandonné la pensée, et je n'ai plus souhaité, et je n'ai plus... Mais quelquefois, je regrette, en effet. Voilà. Bon. Merci, mesdames. Vous restez avec nous. On va passer à l'actualité culturelle dans cette séquence qui s'appelle « Éteignez vos portables ».
Voilà, et pour commencer dans l'actualité culturelle, je voudrais qu'on revienne sur un CD qui est paru il y a quelque temps, mais sur lequel on ne s'est pas suffisamment arrêté. Il s'agit d'un CD signé Lou. On va l'entendre ce soir chanter l'un des morceaux de cet album qui s'appelle L'amour vide, et cet album s'appelle http://www, donc adresse internet, parce que effectivement aujourd'hui il y a logiquement des connexions, ce qui n'enlève rien bien sûr à la qualité de cet interprète, avec notamment un premier album qui au début des années 90 a été autoproduit, Lou, L'amour vide. Voilà, Lou qui sera donc en concert au Printemps de Bourges et www.musique.net Lou. C'est un album autoproduit avec Dimitri Tikovoy. Et à venir pour Lou, un CD très prochainement. Suite de l'actualité culturelle, avec vous, Dominique Simonet, avec vous, Renaud Machard. Vous serez la musique, vous êtes la science, et vous avez décidé de vous arrêter aujourd'hui sur est-ce que c'est un album? Non, c'est un travail de recherche.
de Jean Bernard et Brigitte Donnet. D'un côté, une poétesse, Brigitte Donnet, et de l'autre, Jean Bernard, membre des 3 académies, ce qui symbolise l'intellectuel par définition, Voilà, donc à la fois le scientifique et celui qui a une distance de philosophe aussi. Et ce n'est évidemment pas un hasard si j'ai choisi ce livre en la présence d'Elisabeth Badinter, parce que c'est effectivement un livre qui se veut un peu une réconciliation entre le domaine qui est traditionnellement celui des arts et des lettres et le domaine des sciences. L'auteur en lui-même, les co-auteurs le montrent, et Jean Bernard, en tant que personnalité, effectivement, c'est quand même cette cumule un certain nombre de titres et de compétences qui est rare et qui relève des 2 domaines. Alors, il s'agit d'une promenade, un petit peu une promenade, des méditations, des réflexions sur le thème de la création. Vous savez, la définition que donnait Jean Rostand de l'homme, il disait que c'était l'arrière-petit-neveu d'une limace qui rêvait de justice, mais qui avait inventé le calcul intégral. C'est dire si la création est spécifique à l'homme et si elle fait partie de sa vie propre et de son identité. Alors, il y a quand même une coupure, et Elisabeth Badinter en a parlé tout à l'heure d'ailleurs, d'une coupure franche qui est celle des arts et des sciences. Alors évidemment, on se dit, notamment en lisant le livre, qu'elle est assez justifiée pour un certain nombre de choses quand on regarde de près la création artistique ou scientifique. D'un côté, on a un esprit scientifique et de l'autre côté, on a l'artiste. Non, c'est-à-dire d'une certaine manière, vous dites, l'idée commune, c'est de dire la science crée à partir de quelque chose et l'art crée à partir de rien. Sans Flaubert, il n'y aurait pas d'éducation sentimentale. Cela dit, sans Newton, il y aurait quand même la gravitation, et sans Colomb, il y aurait quand même l'Amérique. Et quand vous regardez une pomme, par exemple, l'artiste saura la sublimer, la transcender, lui renvoyer peut-être à des tréfonds de l'inconscient. Le scientifique aura tendance à essayer de l'expliquer, de savoir pourquoi elle tombe. Alors ça, c'est un peu les idées reçues. Mais ce livre, justement, nous emmène ailleurs. Il essaie de nous dire, mais regardez, en fait, il y a un certain nombre de similitudes. Je voudrais, si on peut voir d'ailleurs une des premières illustrations à la caméra, qui montre à quel point on a... Voilà, Philippe, regardez, ça c'est un tableau qui pourrait être aussi bien au MoMA à New York ou au Musée d'Art Moderne à Paris. Est-ce que vous savez de quel artiste il est ? Non, mais vous allez me sortir un scientifique de derrière les photos. Je vais me sortir aucun artiste parce que c'est une image scientifique, c'est une image de neurones. Donc on voit très bien à quel point, là, en l'occurrence, on a une rencontre. Alors, si on peut voir la deuxième image, là, c'est une image d'atome telle qu'on la connaît de la manière la plus simple, c'est-à-dire à l'école. Vous savez, ce petit noyau avec les électrons qui tournent autour. Et en fait, c'est une image complètement imaginée. C'est une image créée. Si on peut voir la suivante, on verra que d'une certaine manière, la représentation de l'atome aujourd'hui a changé. C'est quelque chose qui relève maintenant de la probabilité des électrons. Voilà, on la voit dans ce domaine. Alors, que nous disent les auteurs du lieu où se fait la jonction entre la science et l'art ? Il se fait, en fait... Alors, ils ont fait parler des morts et ils ont interrogé des vivants pour essayer de... c'est une méditation à 2 voix. Oui. C'est une méditation qui les entraîne vers un certain nombre de similitudes. D'abord, similitude de l'intuition. Il parle par exemple de Miro qui est rentré un jour dans le laboratoire d'un scientifique et qui est tombé stupéfait en regardant les gravures qui se trouvaient sur le mur, parce que ces gravures évoquaient complètement ces sculptures. C'était même l'image de ces sculptures. En fait, c'était des reproductions de globules rouges. Similitude aussi dans le processus de la création. Très souvent, on vous dira, un artiste, mais aussi un scientifique, qui a à peu près 2 phases. La phase un petit peu de l'illumination, la phase de la transcendance. D'un seul coup, vous trouvez quelque chose, il y a quelque chose qui se passe, et puis il y a l'autre phase qui est on va théoriser ça, on va essayer de le mettre en forme. Et c'est valable aussi bien pour la science que pour l'art. Il y a notamment une citation de George Sand parlant de Chopin dans ce livre. George Sand nous dit « Sa création était spontanée, miraculeuse, elle venait sur son piano subite, complète, sublime, où elle chantait dans sa tête pendant une promenade. » Ça, c'est la création
illuminé. C'est d'un seul coup la première phase. Et puis elle ajoute, toujours parlant de Chopin, mais alors commençait le labeur le plus navrant auquel j'ai jamais assisté. Il s'enfermait des journées entières, pleurant, marchant, brisant des plumes, répétant ou changeant 100 fois une mesure, l'écrivant, l'effaçant autant de fois et recommençant le lendemain avec une persévérance minutieuse et désespérée. Quand les deux auteurs, Jean-Bernard et Brigitte Donnet, s'interrogent ou méditent sur ce rapport entre le savant et l'artiste, il y a forcément un moment, je suppose, l'interrogation sur Dieu, enfin, c'est-à-dire sur un élément qui serait fédérateur des deux en même temps. Il renvoie la question en parlant de la science aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il s'interroge sur le cerveau. Et le cerveau, avec ses 100 milliards de neurones, qui eux-mêmes nouent avec chacun de ses voisins, jusqu'à, je crois, de 100 000 synapses, la question en reste entière. C'est-à-dire, le cerveau, pourra-t-il comprendre le cerveau? C'est une question qui est abordée dans le livre, mais le constat de Jean-Bernard, comme d'ailleurs la plupart des scientifiques, ne peut être qu'un constat d'extrême perplexité et sans doute d'humilité aussi. Mais il y a une chose intéressante aussi, c'est qu'on a une similitude dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la science. C'est-à-dire qu'à partir du XVIIe siècle, on a une forme de réalisme. Là, la science a posé les galaxies, a posé un certain nombre de constantes universelles, et l'art suit. L'art essaye de poser aussi des canons de la beauté. C'est la Vénus de Médicis, on définit la sculpture telle qu'elle devrait être, l'architecture. Et puis si vous allez un petit peu plus loin, 1870 à 1905, là on arrive à la lumière, une perception de la lumière qui est différente, on parle d'onde, et en même temps c'est l'impressionnisme. Et si vous avez un petit peu plus loin, c'est-à-dire l'ère que Jean-Bernard nomme pré-einsteinienne, on arrive cette fois à une lumière onde corpusculaire, c'est la relativité, et là le réel a disparu. Donc on a quand même une imprégnation à la fois de la culture artistique dans la science et inversement. Et moi je pense que une des leçons, peut-être une des morales de ce livre, c'est justement de nous dire mais pourquoi continuer à faire perdurer cette division qui est peut-être née au XVIIIe, mais pourquoi aujourd'hui, quand on arrive à de tels constats, quand on arrive aussi à un foisonnement des sciences et des disciplines, sachant que les choses les plus fertiles se trouvent souvent à la croisée des disciplines, pourquoi faire perdurer cette division? Est-ce que d'une certaine manière un nouvel humanisme, peut-être d'ailleurs votre prochain livre, si vous le faites sur les intellectuels du XXIe siècle, devra peut-être réconcilier l'homme de l'art et l'homme de science. Elisabeth Badinter, en un mot, sera peut-être difficile, mais est-ce que vous pensez que l'heure de la réconciliation est possible? Très franchement, rien ne permet d'avoir cet espoir, pour l'instant. Vraiment rien. Parce que l'hyper-spécialisation, tout le monde court après déjà la connaissance de sa propre discipline, qui s'hyper-spécialise, qui se diversifie constamment. Donc, tout au plus peut-on espérer conserver cette magnifique formule, même très démodée, qui est la culture générale. Oui, mais est-ce qu'on ne peut pas espérer que, tout en ayant des recherches extrêmement précises, extrêmement de plus en plus spécialisées, focalisées, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui relève de l'éducation, qui devrait justement redonner un sens à tout ça? C'est ce que je vous dis, c'est ce qu'on appelait jadis magnifiquement la culture générale. La culture générale, absolument. Mais penser qu'on peut vraiment prétendre connaître plusieurs disciplines, et en tous les cas, on peut encore philosopher sur sa discipline, mais je crois que c'est déjà immense. Donc malheureusement, je regrette qu'on se soit scindé. L'humanisme, d'une certaine façon, en meurt. Oui, c'est vrai. Variations sur la création, Jean-Bernard et Brigitte Donnet, dans la collection Thèmes et Variations, c'est aux éditions Le Pommier. On parlait de la pomme tout à l'heure. Au passage, j'en profite pour signaler que vous faites œuvre pédagogique au Seuil avec Nicole Bacharan, l'amour expliqué à nos enfants. Tout à fait, ça sort aujourd'hui d'ailleurs. Très très pédagogique tout ça, et effectivement, comment initier les gamins à ce qui est sans doute l'une des plus belles parts de la vie, hein, finalement. Oui, c'est-à-dire on se rend compte qu'ils sont en fait pas aussi informés qu'on le croit, qu'il y a effectivement beaucoup de choses à leur dire. Oui. Mais Deleuze est encore à notre porte. Il est mort il n'y a pas longtemps. Alors, et d'autre part, il y en a d'autres. C'est pour répondre à l'objection de tout à l'heure. Oui. Bon, allez, on parle de Robert Deleuze, donc
Ah, oui. Non, on ne va pardon. pas parler de Robert Deleuze, mais bon, il faut qu'on fasse effectivement la jonction avec ce qui a été dit tout à l'heure. Pourquoi pensez-vous à Deleuze? Oui, parce que Elisabeth disait que elle ne désespérait pas, mais qu'elle n'était pas très optimiste concernant l'avenir de la pensée, de la philosophie et des intellectuels et de leur influence. Et donc, elle parlait de Deleuze qui était disparu, ok, mais il y a peu de temps. Et il y a des gens qui bouillonnent. Ce sera pour la génération suivante. Et on vous renvoie à l'abécédaire, à la lettre M. Je ne sais pas s'il y a musique, mais peut-être. Et ça, la musique, c'est avec vous, Renaud Machard, sur un événement très précis qui commence le 4 février, qui va jusqu'au 20 février, qui s'appelle le Festival Présence, 10e année, 10e édition, je crois. Peut-être pas tant que ça, au fond, le temps passe vite, mais je ne suis pas certain, mais probablement. En tout cas, il y a eu beaucoup de choses, beaucoup d'œuvres entendues, beaucoup de compositeurs entendus. C'est 10 ans. Oui. C'est 10 ans. Ouais. Tant mieux. Je viens de vérifier, c'est 10 ans. Je me sens trop vieux, probablement, ça doit être ça. Alors dites-nous tout sur ce festival de création musicale, où on s'aperçoit que finalement le financement pour la musique dite contemporaine est quelque chose qui grossit d'année en année. En tout cas... Ça, écoutez, le financement de la musique contemporaine, ça a toujours été la chose la plus simple. Curieusement, il y a de plus en plus d'argent. Oui, il y a de plus en plus d'argent pour ça. Ce qui est difficile à financer, c'est ce que Elisabeth Badinter a appelé à l'instant, à juste titre, la culture générale. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup de financement pour qu'on apprenne la musique à l'école et qu'on fasse vraiment les choses bien à ce niveau-là. En revanche, je dis toujours qu'il n'y a rien de plus facile que de subventionner la musique contemporaine. C'est toujours quelque chose de bien vu. C'est de la bonne conscience. C'est la bonne conscience. Mais en même temps, c'est la musique d'aujourd'hui, c'est les compositeurs d'aujourd'hui. Moi, ce que je trouve bien dans ce festival Présence, que je trouve critiquable par d'autres d'un autre point de vue, évidemment. Mais ce que je trouve bien, c'est que c'est un peu comme le sac de Brigitte Fontaine, qui est là, pardonnez-moi, que je vois et qui est absolument merveilleux. C'est absolument ça, Présence. C'est-à-dire que c'est un ensemble de choses. Voilà. Je ne sais pas si c'est des compositeurs bretons, mais c'est à peu près ça. Ouais. Alors, ça a les défauts de ce qu'est ce sac. Le drapeau. Un fourre-tout absolu, et en même temps, on peut prendre beaucoup de choses, on prend ce qu'on veut. Et par exemple, ce soir, je suis allé, avant de venir vous voir, je suis allé écouter un concert de musique britannique, et c'est extraordinaire d'entendre les tendances, d'entendre les différences d'envie de faire de la musique, de façon de faire de la musique. Et le mauvais côté de Présence, c'est-à-dire ce côté où l'on met côte à côte, on juxtapose des choses qui n'ont pas forcément grand-chose à voir, dans le dossier donne de des choses formidables. 96 compositeurs, 24 nationalités, 121 œuvres, 39 créations mondiales et 21 créations françaises. Oui, c'est-à-dire que ça donne envie de ne pas y aller. Ça donne absolument envie de ne pas y aller. Mais si on a un petit peu de courage... J'ai pas. Mais écoutez, vous savez, ce qui est bien quand même, ce qui est bien, c'est que c'est gratuit. Ça, c'est quand même une chose formidable. C'est-à-dire que, oui... Ok, mais beaucoup de gens ne peuvent pas aller parce qu'ils ont envie de découvrir, de connaître, d'avoir un peu de culture générale, si tant est que c'est possible d'en avoir dans ce domaine. Et là, au moins, en n'étant pas payant, ça permet d'entrer, de découvrir des choses. Ça, c'est bien, non? On va se mettre un peu dans l'ambiance du festival, si vous voulez. Présence, avec un reportage qui a été fait par nos confrères de FR3, de France 3. Imaginez un orchestre philharmonique se préparant à jouer l'une de vos œuvres. 80 musiciens pour interpréter votre musique, celle que vous avez en tête depuis des mois. Moment de vérité de tout compositeur, entendre son œuvre. Yann Marèche, l'une des têtes d'affiche du festival, s'y prépare. Quand l'œuvre prend vie, tout d'un coup, il y a la dimension physique qui rentre en jeu, humaine, puisqu'il y a une interaction entre toutes les personnes qui font la musique, et ce côté vibrant des instruments. Après avoir été musicien de Jacques Higelin et guitariste de jazz, Yann Marèche se consacre depuis 15 ans à la musique contemporaine. Ce que j'écoute et ce qui m'inspire, c'est tout ce que j'aime. Et ça veut dire ça va du rock à la musique contemporaine. Et tout simplement, mon langage musical est formé d'éléments de toute ma formation musicale. C'est la musique vivante, tout ça. La musique contemporaine, c'est aussi le jazz et le rock. Pour sa 10e édition, le festival Présence a pris le parti de la diversité. Ni hommage, ni compositeur privilégié, mais un panorama de la création musicale proposé à travers 34 concerts, tous gratuits. Il y aura des grands week-ends où il y a quelquefois jusqu'à 7 concerts par jour. C'est pas pour épuiser les gens, mais pour
leur permettre de participer librement, venir un moment, ressortir, rentrer, réagir, rencontrer les compositeurs. On a prévu un point pour qu'ils puissent les rencontrer. Donc c'est l'idée de liberté. Et le festival fait en général le plein. Le public est plutôt jeune, initié peut-être, avide en tout cas de découvrir des musiques qui échappent à toute classification. C'est donc jusqu'au 20 février à la Maison de la Radio, à Paris. Oui. Donc c'est parisien comme événement. Sur le public, quel est par rapport à la musique contemporaine, quelles sont les évolutions qu'on peut noter aujourd'hui? Et par ailleurs, où faut-il aller chercher de la création? On peut la trouver partout, évidemment. Je disais, cet événement, c'est un peu comme, vous savez, les salons. Tout d'un coup, si on a envie de savoir comment faire sa cuisine, les nouveaux, ce qui vient de sortir, on va à un salon et on trouve tous les derniers modèles sortis. Donc, si on va se donner une impression un peu plus précise de ce qui se passe aujourd'hui dans ce domaine-là, on va là. Mais on peut aller ailleurs. On peut aussi, par exemple, aller dans une maison où normalement la musique contemporaine ne se fait pas entendre. Je pense à ce qui s'est passé à l'Opéra de Lyon il y a peu de temps, qui viendra au Châtelet à la rentrée. Il y a eu un opéra d'un compositeur qui s'appelle Philippe Bousmans, qui était une chose merveilleuse d'après le Conte d'hiver de Shakespeare. C'est de la musique d'aujourd'hui. Ça avait absolument l'air d'une musique de toujours. On se sent bien là-dedans. Je disais comme on se sent dans des vêtements qu'on a beaucoup portés. Et il y a des endroits où la musique vivante, véritablement vivante, se fait. Ce que notait ma consoeur sur la curiosité de la jeunesse, est-ce que vous confirmez? Est-ce que, au contraire, c'est un public de gens avertis? Écoutez, ça reste une élite. Il faut quand même voir les choses telles qu'elles sont. Alors, on envoie des bus d'élèves, ce qui est formidable, parce que dans ces bus d'élèves, il y a de temps en temps 2-3 personnes qui s'en souviennent et qui ensuite font quelque chose de ça. Et c'est rien que pour ça, ça vaut la peine. Mais il y a du monde, c'est gratuit. Je ne sais pas si c'était payant sur autant de monde, je pense que non. Mais il y a quand même du monde, c'est pas plein tout le temps. Ce soir, c'était pas plein complètement, malgré la gratuité, encore une fois. Mais non, je crois qu'il y a de tout. Il y a des jeunes, ça c'est clair, des jeunes, des gens très vieux aussi, ça c'est très amusant. Si on est curieux et si on est béotien complètement en la matière, quels sont les noms qu'il faut retenir pour éventuellement aller chercher dans les bacs chez les disquaires aujourd'hui, en matière de musique contemporaine? Je ne sais pas quoi vous dire, je peux vous dire plein de choses. Moi, ce que vous conseillez, vous? Ce que moi, je dirais, un compositeur vivant d'aujourd'hui, formidable, qui peut plaire à beaucoup de générations, qui a été remixé d'ailleurs par les DJs, Steve Reich. Un nom, Steve Reich. Ça plaît aussi bien aux gens informés qui ont envie d'entendre une musique de qualité, une musique forte, puissante, composée. Et puis ça plaît aux gens qui aiment comme moi ce que fait Brigitte Fontaine, parce que c'est pas si loin que ça au fond. Je ne dis pas ça parce qu'elle est là. Alors quand on parlait de Yann Marèche, là, il y a une seconde, on a dit qu'il était musicien d'Igelin. Est-ce que la musique d'Igelin amène forcément la musique contemporaine? Non, mais est-ce que c'est deux chemins parallèles? Ce sont des chemins foisonnants, ce sont des chemins divergents, des chemins parallèles, des chemins convergents parfois. Mais c'est un parcours typique, c'est-à-dire qu'en général... Non, c'est pas très typique. Il y en a quelques-uns comme ça. Ouais. Alors on les met un peu en valeur parce que ça a l'air d'être une sorte d'exemple de cette espèce, vous savez, de cette fin de siècle qui serait plurielle et qui serait ouverte. Bon, de temps en temps, il y a de grands musiciens de ce côté-là et de très mauvais musiciens du côté savant, comme on dit. Merci mesdames, merci messieurs. Brigitte Fontaine, on va vous retrouver dans une seconde parce que vous allez interpréter l'une de vos chansons. Je voudrais quand même vous conseiller, cette fois des mots de minuit, deux conseils de lecture de Jamie Harrison, Retour au pays, ça se passe dans le Montana, c'est une série noire classique par cette femme avec un shérif toujours aussi déjanté qui s'appelle Jules Clément, voilà, j'avais oublié son nom. Et puis je voulais également vous conseiller, et on parlait des rapports hommes-femmes tout à l'heure avec vous, Elisabeth Badinter, de Florence Sestac, Le démon de midi, où Changement d'herbage réjouit les veaux. Florence Sestac a reçu le grand prix de la ville d'Angoulême pour la BD. C'est après Bretéché, la deuxième femme qui obtient ce prix à Angoulême, bien que ce festival ait 20 ans, il y a plus de 20 ans. Voilà, c'est la fin de cette émission. On se quitte avec Brigitte Fontaine qui va nous interpréter la symphonie pastorale. Elle est accompagnée au piano par Frédéric Savio. Brigitte Fontaine. Nous aurons des lits pleins d'odeurs légères, des divans profonds comme des tombeaux, et d'étranges fleurs sur les étagères.
éclose pour nous sous des cieux plus beaux. Je suis la liaison dangereuse entre les astres vénéneux, aspirés par les nébuleuses. J'ai le diable au corps où c'est Dieu, errant entre les murs de feu d'un entre-dessous du volcan, crachant la limonade bleue. Je fuis les hauts de Hurlevent, où se cacher dans ce pays que règlent le rouge et le noir. Pas une porte de sortie de l'autre côté du miroir. Je suis la machine infernale et la symphonie pastorale. J'aspire aux matins en enfance où se calment les possédés, les matins transparents qui dansent, balayés d'un vent d'Odyssée. Je rêve d'une sieste jaune dans le gai savoir de l'été, loin de l'hôtel pervers où trônent les fleurs du mal carbonisées. Et je m'en vais sur d'autres ailes, laissant sans vice ni vertu aux petites filles modèles. La recherche du temps perdu. Je suis la machine infernale et la symphonie pastorale. D'un mal à licorne enivré, je vis ma saison en enfer. Et puis je joue à chat perché dans le silence de la mer. Je suis le lys dans la vallée, évanoui sous les baisers. Je suis la voiture d'Orphée. Parlons le langage des fées. Je conduirai les misérables au palais des rois trépassés. Nous ferons des statues de sable au chemin de la liberté. Je suis la machine infernale et la symphonie pastorale. Je suis la machine infernale et la symphonie pastorale.
الطبقة المسكينة اللي سقطت من العار وصرت يابسة يابسة وحزينة